Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis se réveillent sur la question de la RDC. Incroyable, mais vrai. Un revirement à 360 degrés. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Comment les États-Unis se réveillent comme ça maintenant. Ils demandent à Paul Kagame de retirer ses troupes dans l'immédiat de la RDC. Plus de 4000. Ça, c'est au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sont les États-Unis qui décident, qui disent que Kagame doit retirer ses troupes, sans condition même d'ailleurs. Wow. Mais quelle mouche a piqué ces gens? Ceux-là même qui ont créé le chaos que nous avons aujourd'hui dans l'Est de la RDC, ils veulent maintenant sauver la RDC? Comment vous expliquez ça, les amis? Comment vous expliquez cela? Les États-Unis disent à Paul Kagame de retirer ses troupes. Et ils demandent la dissolution, la disparition des M23. Ils n'ont qu'à se plier. C'est-à-dire qu'ils ne demandent pas de négocier avec le gouvernement. Non, on leur demande seulement de disparaître, c'est tout. Il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps pour que les États-Unis puissent changer complètement de position. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ce sont les États-Unis, et notamment Bill Clinton, qui ont créé ce chaos, qui ont commencé avec ce génocide. Les États-Unis sont accusés d'être des complices de Paul Kagame dans le génocide au Rwanda. Et ils se sont dit, on va faire d'une pierre deux coups. On va demander donc à Paul Kagame, on t'a donné le pouvoir, maintenant tu vas nous enlever Mobutu. Les mêmes hommes là, tu les prends, tu vas avec eux à Kinshasa pour enlever Mobutu. On a pris un nègre de maison, un Congolais qu'on a mis devant, M. Laurent Désiré Kabila, qu'on a poussé. Laurent Désiré Kabila, qui est resté en exil pendant longtemps dans ces pays, en Ouganda et autres, il s'est dit, ah, c'est une opportunité pour moi de rentrer, et puis en plus je rentre avec le pouvoir. Il n'y a pas mieux que ça. Et c'est comme ça que Paul Kagame va venir avec Laurent Désiré Kabila dans ses valises. On se souvient, quand ils sont rentrés, ils prennent le pouvoir, Laurent Désiré Kabila, Mounze, il nomme un Rwandais comme chef d'état-major de l'armée congolaise. Et il nomme un Rwandais comme ministre des Affaires étrangères. Waouh! Les deux, c'est-à-dire que les postes régaliens de l'État, là où, en principe, ça ne peut être que un national. Laurent Désiré Kabila a nommé ces voyous, ces criminels, ces génocidaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ils se rendent compte que les Rwandais sont de plus en plus en train de prendre le pouvoir. Ils sont en train de s'organiser, s'installer, et ils veulent prendre carrément le pouvoir et chasser carrément Laurent Désiré Kabila. C'est là qu'il va se rendre compte que j'avais commis une erreur. Et il va se rendre compte qu'ils sont soutenus par les États-Unis d'Amérique. Quand il se réveille, c'est trop tard. Il appelle la population à la révolte. Il demande aux Congolais de prendre machette, couteau, bois, tout ce qu'ils peuvent avoir dans leurs mains pour combattre les Rwandais qui sont en train d'envahir leur pays. C'est là que les choses commencent maintenant à devenir compliquées. Les Rwandais vont donc, parce que les Américains faisant pression pour que Laurent Désiré Kabila puisse céder le Rwanda, et plutôt l'Est du Congo, à Bill Clinton, à la famille Clinton. Vous savez, ils sont impliqués dans des affaires louches de financement occulte en Ukraine et autres pour la fondation Bill Clinton. Et donc, on sait que c'est leur habitude, monsieur et madame. Donc, le Congo leur appartenait. À ces propositions, là,
Laurent Désiré Kabila qui dit non. C'est lui qui a commencé à dire non à la balkanisation du Congo. Mais c'est lui qui les a amenés. Vous voyez pourquoi, même quand on n'est pas content du pouvoir en place, faites très attention. Il faut vraiment être très intelligent pour éviter le pire. C'est à peu près ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, où Guillaume Soro, qui est un vrai Ivoirien, parce qu'il veut le pouvoir, parce qu'il a échoué dans ses études, donc il cherche un moyen d'appui, il veut le pouvoir. Alors, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va s'allier aux Français, et les Français le mettent dans les mains de Alassane Ouattara, il prend les armes et commet des génocides. C'est un génocide, il y a eu génocide, crime de guerre en RDC, et plutôt en Côte d'Ivoire, par le même Guillaume Soro qui a pris les armes, le chef de la rébellion. Il n'a jamais été militaire, il devient chef d'une rébellion. Ça veut dire qu'il est plus dangereux qu'un militaire, parce que le militaire est professionnel, il sait ce qu'il faut faire, il sait quelles sont les règles. Lui, il n'a pas de règles, puisqu'il n'est pas du métier. Il n'a même pas fait terminer les études de droit pour dire que bon, c'est quelqu'un, il n'a même pas eu la licence. Bref, quand Laurent Désiré Kabila décide donc de prendre des dispositions, alors Bill Clinton va se servir comment vous appelez, des services israéliens, en complicité avec le même Angola, ou la même Angola, que vous voyez là, Lorenzo qui est en train de passer, moi je veux les négociations et autres, le même Lorenzo. Ils vont sacrifier Laurent Désiré Kabila, parce que Laurent Désiré Kabila était gardé par les militaires angolais. Ils se disaient que ce sont des frères, ce sont des Bantous, ce sont des Congos, parce que les Angolais aussi faisaient partie du grand empire, du grand royaume Congo, qui s'écrivait avec K. Il leur a fait confiance. Ils ne savaient pas qu'ils étaient déjà avalés par l'ennemi, par l'impérialisme. Donc, quand il meurt, les mêmes Occidentaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre le fils, ils vont mettre à la place un fils adoptif qui est rwandais. Qu'est-ce qu'il va venir faire, Joseph Kabila? Il va venir faire quoi? Vous croyez qu'il va venir changer les choses? Non. Il va aggraver la situation. Chaque fois qu'il y a négociation, comme vous voyez les négociations de Luanda, il y a négociation, on s'entend, bon, on prend les Rwandais, on les intègre dans l'armée congolaise. On les intègre dans l'administration congolaise. Et aujourd'hui, quand 18 ans après, on se retrouve avec une armée, quand Tshisekedi arrive, une armée qui, à 60%, elle est soit rwandaise ou soit infiltrée rwandais. Et les Rwandais se plaignent toujours que nous, vous avez les FDLR, les Hutus, qui avaient commis un génocide contre les Tutsis ici, alors que le génocide était le génocide des Hutus et des Tutsis. C'était comme ça tout le temps. Et Désiré Kabila, il jouait le jeu. Bon, on va aux négociations maintenant, parce que ce sont nos frères, on va négocier. Il va négocier, il prend les gars, il amène. Quand Tshisekedi arrive, l'armée est dans un état lamentable, pratiquement dans un coma. Parce qu'avec 60% d'infiltrés, eh ben, c'est pas évident de mener une guerre contre ceux qui ont infiltré leurs hommes dans votre armée. L'administration, c'est pareil. Et donc, M. Tshisekedi a passé le premier mandat, 5 ans, à négocier avec les Américains, à parler avec les Américains, à demander aux Américains de l'aider à pouvoir demander à Kagame de retirer ses troupes, à prendre des sanctions. Il est parti en Europe, en France, aux États-Unis. La dernière visite en France était quand? Il y a même pas, il y a quelques mois à peine, quand il est allé et Macron le reçoit, et bon, on va régler la situation, machin, tout ça. Là, après lui, le même soir, il fait venir Kagame, il lui donne de l'argent, il dit, va continuer la guerre. Là, Tshisekedi se retrouve seul. Qu'est-ce qu'il fait? Le sommet Russie-Afrique arrive. Donald Trump avait signé des accords avec Tshisekedi pour dire, ben, économie contre matières premières
nous devons être les premiers partenaires de la RDC, et puis nous, on vous assure la sécurité. Mais ici, les accords, en 2019, Donald Trump est en train de sortir. Il est en campagne, ici des accords, ils ne sont pas. Dès que Biden revient, c'est la même équipe que Bill Clinton, alors ils reprennent la même chose. On continue. Parce que pendant les 4 ans de Donald Trump, il avait demandé à Kagame de se calmer. Kagame s'était calmé un peu. Et là, la guerre reprend encore. Kagame fonce maintenant. Et là, il veut prendre carrément Goma. Goma qu'il a pris à plusieurs reprises et il a échoué. Cette fois-ci, il veut la prendre. Parce que Tshisekedi, au début, a coopéré pour voir comment on peut faire comprendre au Rwanda que l'intérêt du Rwanda, c'est que le Congo soit un pays libre, en paix, et comme ça, on peut commercer, on peut faire les affaires ensemble, et puis tout s'en va évoluer ensemble. Non, ce n'était pas la volonté de Kagame, parce que pour Kagame, il fallait satisfaire les Occidentaux, donc prendre une partie de la RDC, piller les matières premières et donner ça gratuitement, sinon à vil prix, aux Occidentaux. Et quand Tshisekedi se rend compte, c'est un peu trop tard. Et là, dernièrement, au sommet Russie-Afrique, d'abord, Biden lui demande de renégocier les accords qu'il avait eus avec la Chine, que plutôt son prédécesseur, Joseph Kabila, avait eu avec la Chine pour les matières premières. Quand Tshisekedi part en Chine, il est confronté à un problème où il n'a pas l'argent pour rembourser l'argent des Chinois et puis annuler par exemple le contrat. Donc Tshisekedi, ce qu'il fait, il renégocie les contrats en sa faveur, en faveur de la RDC. C'est là que la Chine va donner 7 milliards de dollars à la RDC pour la construction des infrastructures routières et autres. Et là, dernièrement, au sommet Chine-Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Tshisekedi a fait le paquet. La Chine a dit, moi je prends tout. Près de la moitié des ressources naturelles sont maintenant sous le contrôle de la Chine. Quand les Américains apprennent ça, ils s'affolent. Parce que ces accords sont accompagnés des accords de sécurité pour que la Chine puisse sécuriser ses intérêts. Donc, ils vont aider le Congo à apporter la paix en RDC. Les Américains disent, ça y est, on a perdu ce morceau. Il faut maintenant rattraper le tir. Quand Tshisekedi arrive maintenant à New York, au sommet un mois plus tard, au sommet à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, là, les Américains envoient un secrétaire d'État à l'environnement, l'industrie et autres, qui vient faire des propositions à Tshisekedi. Nous allons venir vous aider à transformer vos matières sur place. Parce que les Chinois, eux, ils vont prendre des matières premières et ils vont aller transformer chez eux. Tshisekedi pose des conditions. Moi, c'est la paix que je veux. D'abord, s'il n'y a pas la paix, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas la peine. De toutes les façons, les Chinois ont déjà tout pris. Mais il y en a encore d'autres. Si vous voulez, les autres là, vous venez investir. Vous m'apportez la paix, vous venez investir. Demandez à votre homme de partir parce que vous êtes en train de passer. Pouillez les matières premières de l'autre côté. Et les Américains, tout de coup de tonnerre, les Américains maintenant demandent à Kagame de quitter la RDC parce qu'ils veulent maintenant coopérer avec le Congo. Mais les Américains ne sont jamais des amis. Ils mentent toujours. Ils ont menti à la Russie. C'est pas Tshisekedi qui ne va pas mentir. Quand même, soyez sérieux. S'ils ont menti à la Russie, nous n'allons pas élargir l'OTAN vers les pays de l'Est. Et c'était la première des choses qu'ils ont fait après la chute du mur de Berlin. Vous voyez? Et donc, c'est à Tshisekedi de voir. Va-t-il croire à ces gens qui ont toujours menti, qui pendant 30 ans ont balkanisé son pays? Ou bien, il va être serein et continuer sa marche vers les pays de BRICS. Parce qu'actuellement, ce qu'on est en train de proposer à Tshisekedi, c'est de rentrer dans les BRICS. C'est là-bas où il y a la sécurité. C'est là-bas où il y a l'argent. Oui, les investissements, là-bas, ils ont l'argent. Parmi les 5 plus grandes puissances qui investissent, il n'y a qu'un seul pays de l'OTAN. Ce sont les États-Unis qui occupent la 2e place. Vous avez la Chine, après les États-Unis, l'Inde et la Russie. La Russie, aujourd'hui, est capable d'investir comme le font les Américains, comme font
l'Union européenne. Elle investit même plus que l'Union, elle peut investir plus que l'Union européenne. Parce que l'Union européenne n'investit pas, l'Union européenne veut piller, vient voler. Et voilà là où nous en sommes maintenant. Ça devient compliqué parce que les Américains se rendent compte que par la force, vous n'allez pas toujours prendre toutes ces matières premières africaines. C'est fini. Par la force, là, vous n'allez pas pouvoir. Ce n'est même pas en venant les liquider, hein, les neutraliser, éliminer des pauvres enfants, des femmes, stériliser les enfants, apporter des maladies et autres, qui va changer quoi que ce soit. Et ils se rendent compte que ça, mais c'est un peu trop tard, je crois. Il devrait falloir travailler dur pour prouver d'abord leur honnêteté, parce qu'ils n'ont jamais prouvé leur honnêteté à qui que ce soit. S'ils ont détruit l'Irak, alors que l'Irak a fait la guerre contre l'Iran pendant 8 ans pour eux, et voilà ce qui reste maintenant de l'Ukraine, ce n'est pas le Congo qu'ils vont respecter, ce n'est pas au Congo qu'ils vont respecter leurs paroles, signer des accords légaux et justes du développement des uns et des autres, c'est pas possible. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Tshisekedi est maintenant l'un des présidents les plus convoités dans ce monde à cause de ces matières premières. Et après la RDC, vous avez maintenant l'AES. Mais il y a encore des pays de l'OTAN qui n'ont pas encore compris qu'il vaut mieux négocier que de faire la guerre, parce que par la guerre, vous n'obtiendrez plus rien. Au contraire, vous allez tout perdre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.